Bonjour tout le monde. Donc la dernière fois, je me rappelle où on était ici en train de parler de dispositifs de détection et de protection. Alors on a dit que en fait pour la détection, il y a des dispositifs qui se basent sur des principes physiques différents. On peut avoir donc, des dispositifs qui se basent sur un principe thermique, mais également des dispositifs qui fonctionnent à l'aide d'un champ magnétique. D'accord. Alors, exemple de dispositif qui fonctionne thermiquement, je vous donne voilà, cet exemple sur les fusibles. Okay. Donc, on va commencer avec les détecteurs thermiques, donc qui sont les fusibles pour commencer. Donc, sur cette image, vous voyez qu'il y a différentes sortes, différentes catégories de fusibles. Et à droite, ici, vous avez les symboles qu'on utilise pour représenter un fusible. Alors, ces fusibles sont classés sous plusieurs classes de fusibles. Donc, il y a la classe GI ou GG. Donc, attention, on commence toujours par une lettre minuscule, suivie par une lettre majuscule. Alors, ces fusibles protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Donc, ce genre de fusible, donc, il protège contre les surcharges et les courts-circuits. Bien. Ensuite, nous avons la classe de fusible AM. Alors, c'est une fusible d'accompagnement moteur. Donc, généralement, c'est un fusible qu'on met lorsque nous voulons utiliser du moteur. Donc, voilà, qui protège des moteurs. Donc, il protège contre les courts-circuits. Ici, une image pour vous montrer, voilà, fusible GG, et là, vous avez la fusible AM. Très bien. Alors maintenant, un autre exemple, cette fois-ci qui fonctionne avec un principe différent, en utilisant les champs magnétiques. Lorsque je dis les champs magnétiques, donc, généralement, c'est des bobines. C'est le relais magnétique. Alors, le relais magnétique, on utilise les relais magnétiques à maximum de courant qui protège contre les surcharges et les courts-circuits. Il faut se souvenir de ça. Donc, alors, un relais magnétique, donc, c'est pour protéger contre les surcharges, les défauts de surcharge et les défauts du court-circuit. Okay. Par détection de voilà. Elles sont associées à un dispositif de coupure du courant. Donc, généralement, il y a un dispositif qui coupe le courant. Donc attention, le relais magnétique, c'est juste un détecteur qui détecte le défaut de surcharge ou bien du court-circuit. Mais après, ce détecteur, elle donne l'ordre à un autre dispositif qui va pouvoir couper le courant. Voilà, s'il dépasse ses limites. Très bien. Alors, c'est quoi le principe? Donc ici, à gauche, vous avez l'image d'un relais magnétique. Et là, à droite, vous avez un schéma qui représente ce détecteur. Donc, ce qu'il y a, c'est que, voilà, donc, nous avons une bobine qui est commandée par un circuit. Donc, lorsque le courant circule dans la bobine, donc le champ magnétique, on aura un champ magnétique intense à l'intérieur de la bobine, et ce champ magnétique va exercer une force sur le levier, comme là ici. Il va tirer le levier. Et c'est comme ça que, en tirant, donc c'est comme ça qu'il va fermer tout simplement l'interrupteur qu'on a ici. D'accord. Donc, c'est à base d'un champ magnétique. Donc, finalement, donc, lorsque je parle d'un relais magnétique, donc généralement, c'est toujours une bobine. C'est toujours une bobine qui produit un champ magnétique. Et puis, ce champ magnétique, il va exercer une force sur voilà, un actionneur ici, sur un métal, un bout de métal qui va pouvoir fermer l'interrupteur. D'accord. Ou bien l'ouvrir, donc, dépendamment de ce qu'on a.
Voilà, donc attention, dans certaines situations, hein, cette même bobine peut commander non pas un seul interrupteur, mais dans le cas général, hein, elle peut commander plusieurs interrupteurs. Donc c'est possible. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc voilà notre bobine, donc A1, A2. Donc si on ferme par exemple cet interrupteur ici, si on ferme cet interrupteur, donc la bobine sera alimentée par la tension de 24 volts. Alors, s'il est alimenté, donc c'est là qu'il va exercer une force sur les interrupteurs, donc c'est là qu'il a le pouvoir de les faire basculer. Alors, à droite, ici, vous avez le symbole qu'on utilise pour le champ magnétique. Donc, vous voyez, donc, il a cette forme parabolique, à ne pas confondre avec celui qu'on utilise pour le dispositif ou bien le détecteur à effet thermique. Donc, on utilise un truc comme ça, d'accord? C'est ça la forme. Donc, dès qu'on voit un symbole comme ça, donc généralement, ça symbolise un effet thermique. Mais pour l'effet magnétique, donc, il a cette forme parabolique. Très bien. Alors maintenant, voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, voici ici à gauche, vous avez un relais. Donc, attendez, donc, ah bon, c'est bon. Donc, on a fini avec le relais magnétique. Maintenant, on va voir euh, un deuxième détecteur à effet thermique. Donc, le premier, on avait dit, c'était les fusibles, d'accord, les fusibles. Puis, le deuxième détecteur thermique, c'est les relais thermiques, d'accord. Donc, les relais thermiques. Ici, on avait dit, ça, c'est le relais magnétique. Bien. Donc, alors, bien sûr, il y a une différence. Hein. Lorsque je dis, par exemple, relais, ce n'est pas comme une fusible. Donc, le principe, même si on a le même principe, donc relais thermique, par exemple, fusible, c'est toujours l'effet thermique, mais attention, le fonctionnement, ce n'est pas le même. Donc, avec une fusible, par exemple, on ne peut pas remettre les courants. Hein. Donc, il coupe le courant une bonne fois pour toutes. Donc, pour le remettre, il faut. Bien, mais ici, hein, lorsqu'on parle d'un relais thermique, donc il faut couper puis remettre le courant par la suite. Alors, le relais thermique est un appareil de protection capable de protéger le récepteur placé en aval de la machine. Bien, un exemple. Ce relais thermique, je peux l'utiliser pour protéger un moteur. D'accord? Pour protéger mon moteur. Alors, mais avant, il fallait mettre tout un circuit, hein, tout un circuit ici, qu'on appelle un circuit de puissance. D'accord? Parce que là, le moteur, vous savez, il demande beaucoup de puissance électrique. Donc, voilà le moteur qui fonctionne avec un système triphasé hein, en alternatif. Puis, juste avant ici, hein, juste en amont du moteur, vous avez le relais thermique. D'accord? Mais en même temps, vous devriez mettre aussi ce qu'on appelle des contacteurs. Hein. Donc, voilà. Et puis là, il y a du fusible. Généralement, ici, c'est du fusible AM. Parce qu'à on l'avait dit pour les moteurs, on utilise des fusibles. Ils sont accompagnés du fusible AM. Bien. Alors, voilà, donc ici, le relais thermique, donc son rôle, c'est de détecter les défauts. Et une fois le défaut a été détecté, attention, donc ce n'est pas le relais qui coupe le courant. Non, il donne l'ordre au contacteur. Donc, le contacteur, c'est lui qui s'en charge. Donc, c'est lui qui va couper le courant. Très bien. Alors, pour le relais thermique donc voilà, il y a deux parties. Hein. Il y a deux parties à l'intérieur du relais. Donc, il y a une partie de puissance. Donc, c'est là où nous avons le triphasé hein, et le neutre. Puis, une partie de commande. Donc, il y a deux parties.
Alors, ça, c'est le symbole général pour le relais thermique. Donc, ici, vous avez le schéma, hein, donc, le schéma d'un circuit de puissance. Okay. Bien. Alors, nous utilisons pour nous prémunir de ce type de problème, soit des fusibles du type GI, soit des disjoncteurs, soit des relais thermiques. L'augmentation du courant n'étant pas soudaine. Ah, ça c'est intéressant. Donc ici, on protège en fait le moteur ici contre les surcharges. Alors, les surcharges électriques, ce n'est pas comme un court-circuit. Généralement, pour les surcharges électriques. Donc, l'augmentation du courant, une surcharge, c'est d'abord une augmentation de la puissance qui se traduit par une augmentation progressive du courant. Par contre, pour un court-circuit, généralement, l'augmentation du courant, elle est brutale, hein, elle est brusque, elle est rapide. Mais ici, non, dans le cas d'une surcharge électrique, généralement, puisqu'on a voilà, l'augmentation n'étant pas soudaine, donc il se produit de manière progressive. Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation du circuit de puissance d'une façon brutale. Donc, c'est ça le truc. Alors, le relais, il ne coupe pas tout de suite le courant sur le moteur, mais il attend, parce que comme on vient de le dire, donc, le courant, ça va augmenter petit à petit. Donc, il attend jusqu'à ce que le courant dépasse une certaine limite. Alors, en ce moment-là, c'est là qu'il va donner l'ordre de coupure. Par contre, le temps de coupure devra être inversement proportionnel à l'augmentation du courant. Voilà, donc si le courant augmente rapidement, donc on doit couper rapidement aussi. D'accord. Donc, par contre, le temps de coupure devra être inversement proportionnel. Si l'augmentation du courant est importante, le temps de coupure, ça doit être petit, inversement proportionnel. Alors, plus le courant augmente, plus le temps de détection et de coupure doit être court. Alors ici, je vais vous montrer voilà, cette figure qui montre ce qu'on appelle la courbe de déclenchement hein, d'un relais thermique. Donc, vous voyez encore le symbole ici. Le relais thermique, par exemple, donc, déjà, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a aussi quelque chose que j'avais oublié de vous dire à propos de ce relais, c'est qu'il faut faire un petit réglage ici. Hein, il y a un vis justement ici qui va me permettre de faire un petit réglage. Un petit réglage comment? Donc, il faut voir le moteur. Donc, le réglage, ça va être en fonction de la charge qu'on est en train de surveiller. Très bien. Alors, il faut voir la plaque signalétique du moteur qu'on a ici et en règle le courant IR de protection, le courant de protection si vous voulez, sur la valeur du courant nominal du moteur. Sur la plaque signalétique qu'on lit le courant nominal du fonctionnement du moteur et il faut régler avec un vis ici, il faut régler le relais sur cette même valeur du courant nominal. Une fois c'est fait, alors maintenant, le temps de coupure du courant, on peut le déterminer en fonction du courant qui circule ici. Si par exemple, vous avez un courant qui arrive qui est important, qui est égal par exemple au double du courant nominal du moteur, eh bien, le double, ça veut dire 2 fois. Donc ici, vous avez fois le courant de réglage. Donc, c'est 2 fois le courant de réglage, IR. Donc, rappelez-vous, le courant de réglage, il a été réglé et c'est égal tout simplement. Le courant de réglage, c'est égal au courant nominal du moteur. Donc, si le courant de réglage est 2 fois le courant de... Voilà. Donc, si nous avons un courant qui est 2 fois le courant de réglage, alors là, il faut qu'on coupe à 1 minute. Hein. Le relais va couper au bout d'1 minute. D'accord? Mais si on a un courant qui arrive et qui est égal à 4 fois, par exemple, ou 5 fois le courant de réglage, donc 5 ici, vous allez remarquer, donc on fait la lecture et ça va donner quoi? Ça va donner 10 secondes. Donc en augmentant le courant, lorsque le courant augmente,
Et bien, qu'est-ce qu'on a? On a le temps qui diminue. Très bien. Bien. IR et le courant de réglage, il y a un liste prévu pour le réglage, donc à déterminer en fonction du courant nominal. Donc voilà, on dit IR, on considère IR. Selon la valeur de N, on fait le choix de la classe du relais thermique. Oui, bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle la classe. Donc il faut choisir le relais. Hein. Il faut choisir le type de relais ou bien la classe du relais en fonction du courant, en fonction du moteur. Donc, pour chaque moteur, il faut choisir un relais thermique approprié. Hein. Approprié, c'est-à-dire il faut voir quelle est la classe convenable, la classe du relais, parce qu'il y a plusieurs classes, hein, plusieurs classes pour les relais thermiques. Donc, il faut choisir la classe qui convient justement au moteur. Et cette classe, ça dépend justement du courant nominal du moteur. D'accord. Alors, par exemple, si nous avons un courant nominal de 10 ampères, on choisit un relais de classe entre 9 jusqu'à 13. D'accord. Jusqu'à 13. Donc, il y a des relais de 9 jusqu'à 13, il y a des relais de 13 jusqu'à 17, bon, ampères, etc., etc. Donc, il y a des classes. D'accord. Il y a des classes. Et on a qu'à trouver la bonne. Le démarrage du moteur qui demande 4, voilà, donc lors du démarrage d'un moteur, alors à chaque fois qu'on vous démarrez, attention, donc dans ce cas, généralement, le courant qui arrive doit être important. Le moteur va demander une grande puissance qui se traduit par un grand courant. Donc au démarrage, généralement, le courant qui arrive est 4 à 8 fois plus important que le courant de réglage du relais thermique. Alors, s'il est 4 à 8 fois plus important, donc normalement, le relais doit déclencher au bout de 10 secondes. Donc, ça, c'est un problème. C'est pour ça que le démarrage d'un moteur, normalement, doit se faire toujours rapidement avant que le relais de protection déclenche l'arrêt du moteur. Très bien. Voilà, donc je l'avais dit tout à l'heure, donc le relais thermique détecte la surcharge, mais il n'a pas le pouvoir de couper le courant. C'est le rôle du contacteur. Maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que c'est un contacteur? Alors, un contacteur, donc, c'est voilà, c'est des interrupteurs, hein, c'est des interrupteurs qu'on commande, hein, qui commandent le fonctionnement du moteur. Donc, voilà. Donc, si on veut arrêter le moteur, c'est avec un détecteur. Si on veut le mettre en marche, c'est toujours le contacteur qui se charge. Alors, par exemple, ici, vous avez un bouton poussoir. Dès que vous appuyez sur le bouton, ça y est, donc il y aurait un courant qui va circuler dans la bobine et la bobine va exercer une force sur les interrupteurs et il va devoir les fermer et c'est comme ça que le moteur marche. Et lorsqu'on enlève notre doigt, donc c'est l'inverse. Bien. Alors, le contacteur, donc, ça ressemble un peu à ce qu'on voit ici à gauche. Et puis, voilà le symbole. Donc, vous avez toujours une bobine qui commande des interrupteurs, d'accord, à l'aide d'un champ magnétique. Très bien, donc c'est à peu près le même principe, hein, le même principe qu'ici. Donc, lorsqu'on dit des détecteurs magnétiques, le principe, c'est toujours le même. Hein. Donc, ça ne peut pas changer. Donc, c'est ça le principe. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur ce qu'on appelle, sur un autre détecteur. Donc, on en a déjà parlé, ce qu'on appelle le dispositif différentiel résiduel DDR. Alors, je vous ai dit qu'on en a parlé, c'est vrai, parce que là, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer. Voilà, parce qu'on a déjà parlé du principe. Bon, donc, alors, c'est ici, je crois. Voilà. C'est ici. D'accord? C'est là que nous avons parlé, si vous vous souvenez, voilà, d'un interrupteur différentiel.
C'est à peu près c'est le même principe. D'accord? Donc, on va réexpliquer le principe de fonctionnement des interrupteurs ou bien des disjoncteurs différentiels. D'accord? Donc, voilà, ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Alors, c'est la même chose. Donc, on va revenir sur ce genre de détecteurs. C'est aussi des détecteurs basés sur un effet magnétique, sur le phénomène d'injection pour être précis. Bien, alors voici ce qu'on appelle le DDR. Alors, le DDR, tout ce qu'on a à faire, c'est faire passer les trois phases, ou bien enrouler. En fait, en réalité, c'est un enroulement, ça c'est juste un schéma. Donc, on fait enrouler, ou bien juste passer, c'est la même chose en réalité. Alors, on fait passer les trois phases kilomètres sur un temps, d'accord, à l'intérieur d'un circuit magnétique. Alors, si jamais il y a une différence, une fuite de courant, ça se traduit par une DDP au niveau de cette bobine qui est ici. Je répète, donc si nous avons une différence du courant, alors, une différence de courant, ça veut dire si nous avons une fuite de courant, alors une fuite de courant, ça se traduit, s'il n'y a pas de fuite, mathématiquement, ça veut dire que E1 plus E2 plus E3 plus E1, ça doit être égal à 0, sur notation complexe. S'il y a une fuite, donc ça veut dire que ça doit être différent de 0. Okay, la somme de ces courants-là, ça doit être différent de 0. Ça veut dire qu'on a une fuite. Et donc, la fuite, ça se traduit, comme j'ai dit, par une différence de potentiel qui va être détectée par cette bobine ici, qui va être détectée par cette bobine et qui va donner l'ordre de coupure. D'accord? Qui va donner, parce que rappelez-vous, ça c'est juste un détecteur. Donc, un détecteur, ce n'est pas lui qui coupe, non. En fait, il ne donne que, il ne fait que détecter. Puis après, il envoie un ordre pour un actionneur, d'accord, qui va pouvoir agir. Très bien. Maintenant, voilà, donc il faut aussi, en même temps, il faut aussi, on a besoin d'un seuil de réglage, donc un seuil de réglage du DDR. Généralement, c'est 30 milliampères. C'est-à-dire lorsqu'on détecte un courant supérieur à 30 milliampères, alors voilà, le dispositif DDR, il va envoyer un ordre. Mais tant que, par exemple, la différence n'est pas supérieure à 30 milliampères, elle ne va rien envoyer. C'est pour cela qu'on parle d'un seuil, d'accord, d'un seuil de détection. Alors, voilà, mais attention, donc, en fonction du courant de déclenchement, de fuite, donc voilà, ça c'est le seuil de déclenchement. Lorsque ID dépasse cette valeur, le DDR va déclencher l'arrêt du moteur, par exemple. Et il y a une deuxième partie, attention, entre E delta N sur 2 et E delta N, on peut avoir un déclenchement ou non. Mais si le courant de fuite est inférieur à la moitié du seuil, il n'y aura pas de déclenchement. Très bien. Donc, nous avons quoi? Nous avons trois parties. Une partie où certainement le moteur va déclencher, c'est lorsque le courant de fuite est inférieur à la moitié du courant de seuil. Il y a une partie où le moteur va forcément déclencher, c'est lorsque le courant de fuite est supérieur au seuil, mais entre le seuil et la moitié du seuil, du courant de seuil, on peut avoir soit déclenchement, comme on ne peut pas avoir le déclenchement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Voilà le DDR. Donc, voilà, s'il est supérieur au seuil de réglage, appelé delta N, déclenchement obligatoire.
CID est inférieur à la moitié du seuil de réglage, pas de déclenchement du DR. Mais attention, lorsqu'on est entre et delta n sur 2 et delta n, attention, il y a deux possibilités. Soit le DDR déclenche, comme il peut ne pas déclencher. Bien. Alors, voilà, donc, ok, c'est bon. Alors, après, on va parler de ce qu'on appelle la sélectivité. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. La sélectivité entre plusieurs DDR. Alors, voilà, imaginez maintenant, vous avez un circuit donc, qui alimente plusieurs récepteurs. Donc, vous avez un interrupteur différentiel ici, un DDR. Vous avez un autre ici, vous avez un autre. Donc, chaque interrupteur, ça c'est pour protéger tout le système, hein, toute l'installation, pardon. Voilà, donc cet interrupteur ici, c'est pour protéger toutes les installations qui sont là. Mais pour chaque installation, on va encore mettre un interrupteur qui va pouvoir la protéger. Alors, on utilise bien sûr beaucoup d'interrupteurs comme ça. C'est pour assurer la continuité. Hein. C'est pour assurer la continuité du service. Alors, pour vous expliquer mieux, je vous amène directement ici. OK. Alors, dans une maison, par exemple, dans une maison, imaginez que vous avez une maison où il y a 2 étages. Alors, ça, c'est le disjoncteur différentiel. Hein. Il y a un interrupteur différentiel principal. Un disjoncteur différentiel, donc, ça, c'est le calibre, son calibre. Ça, c'est le courant. C'est le courant seuil dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour protéger, ce courant-là, c'est pour protéger contre les surcharges. Mais en même temps, vous avez un disjoncteur, elle est également caractérisée par un courant seuil pour protéger contre les courts-circuits. Donc, on a 2 courants seuil. Un pour la protection contre, pardon, ici, ce n'est pas les surcharges. Ici, c'est pour le seuil pour la protection contre les défauts de masse. Ici. Voilà. Ici, c'est pour la protection contre les court-circuits. Vous voyez que, regardez la différence. Alors, le courant du court-circuit, elle est énorme. Ici, on a 20 kA, 20 000 ampères. Alors qu'ici, vous avez juste 500 milliampères. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce disjoncteur, si nous avons, il détecte des défauts de masse dont le courant de fuite est supérieur à 500 milliampères. Donc, si nous avons un défaut de masse dans la maison, parce que ça, c'est le principal, si nous avons un courant de fuite quelque part dans la maison, il sera détecté par ce disjoncteur dès que ce courant dépasse la valeur de 500 milliampères. D'accord? Très bien. Après, vous avez des disjoncteurs divisionnaires. Vous avez par exemple ce disjoncteur pour le premier étage, puis vous avez un autre disjoncteur pour le deuxième étage. Très bien. Mais regardez un peu. Si je prends ce disjoncteur qui est ici, regardez les caractéristiques, elles sont complètement différentes des caractéristiques du disjoncteur principal. Par exemple, ici vous avez 500, là vous avez 30. Ici vous avez 20, et là vous avez 10. Donc si vous l'avez remarqué, les seuils ici sont inférieurs aux seuils qu'on a ici. Alors comme ça, si par exemple nous avons un défaut, un courant de fuite ici de l'ordre de 10 milliampères, 10 milliampères par exemple, il ne sera détecté
ni par ce disjoncteur, ni par l'autre. OK. Maintenant, supposons que nous avons un courant de fuite de 50 milliampères. Alors, 50 milliampères, il sera détecté par celui-là, donc il va arrêter, couper le courant sur l'étage en bas de la maison, mais il ne sera pas détecté par celui-là. Donc, celui-là ne va pas couper le courant. Et si celui-là ne va pas couper le courant, donc le deuxième étage sera toujours alimenté. Sera toujours alimenté par le courant. Donc, l'essentiel, c'est que celui-là doit détecter et celui-là ne doit pas détecter. Comme ça, on va assurer la continuité du service. Pour le deuxième étage où il n'y a pas de défaut. D'accord? Donc, on parle d'une sélectivité. On parle d'une sélectivité. C'est le déclenchement du disjoncteur secondaire alors que celui principal ne déclenche pas. D'accord? Mais si vous avez un courant de fuite qui est égal à 600 milliampères, alors en ce moment-là, ce disjoncteur va bloquer, va arrêter, celui-là aussi. Alors c'est toute la maison qui sera hors tension en ce moment-là. Même le deuxième étage où il n'y a pas de défaut. Alors en ce moment-là, on parle d'une sélectivité partielle. Sélectivité. Donc si vous avez les deux qui déclenchent en même temps, on parle d'une sélectivité partielle. Mais si uniquement le disjoncteur qui disjoncte, on parle dans ce cas d'une sélectivité totale. Très bien. Donc, en gros, c'est ça ce qu'on appelle la sélectivité des disjoncteurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ici, nous avons pris des valeurs seuil, des seuils plus petits que ce qu'on a ici. D'accord? Alors, ça ne va pas marcher dans ce cas parce que à chaque fois, c'est celui-là qui va déclencher avant les deux autres. Et ça, on n'a pas intérêt à ce que ça arrive. Donc, ça serait toujours, il faut toujours veiller à ce que le disjoncteur en amont ne disjoncte pas avant les autres qui sont en aval. Très bien. Donc, c'est ça la sélectivité dont je vous parle. OK, alors les différentes possibilités, donc voilà, si nous avons par exemple le disjoncteur, le premier et le deuxième, vous voyez, et voilà le disjoncteur amont, et voilà le disjoncteur aval, le seuil du premier et le seuil du deuxième. Comme vous pouvez le remarquer, généralement on a intérêt à ce que le seuil du deuxième soit inférieur à la moitié du seuil du premier pour pouvoir avoir une sélectivité totale. Donc, les différents cas, les différentes situations que l'on puisse avoir. Et puis, il y a quand même voilà, donc on a des règles ici. Alors, pour obtenir une sélectivité verticale totale, il faut que le seuil du DDR amont soit au moins 2 fois le seuil du DDR aval. Donc, le seuil, c'est ce qu'on avait dit, le seuil du disjoncteur amont doit être 2 fois supérieur, au moins, au plus normalement, au seuil du disjoncteur avant. Donc, c'est le cas ici. Là, vous avez 500 et là, vous avez 30. Donc, c'est largement au-dessus du double ce qu'on a ici. Donc, c'est bon. Donc, il y aurait une sélectivité. Le temps de non-fonctionnement des DR amont. Alors, avant ça, je vais revenir ici. En cas d'une sélectivité partielle, lorsque les deux disjoncteurs disjonctent en même temps, en tout cas, ce n'est pas bien. Mais si ça arrive, il y a une autre possibilité d'arranger ce problème. Alors, pour obtenir la sélectivité dans tous les cas, quelle que soit la situation envisagée, il est nécessaire de retarder le fonctionnement du DDR de Q1. Q1, rappelez-vous, c'est quoi? Eh bien, Q1, voilà.
c'est lui, c'est le disjoncteur principal. On a intérêt à retarder le fonctionnement de celui-là pour qu'il ne disjoncte pas. Hein? Il ne disjoncte pas en même temps que elle. D'accord? Donc, voilà. Ce qui est normal, c'est que celui-là, c'est que cet interrupteur disjoncte avant qu'elle disjoncte. D'accord? C'est pour ça qu'on a intérêt à retarder le disjonctement de cet interrupteur. Voilà, donc, ouais, en parlant toujours de la protection contre les surtensions. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les parafoudres. Alors, qu'est-ce que c'est une parafoudre? Alors, c'est un détecteur, c'est voilà, qui permet la protection contre les surcharges électriques en provenance, par exemple, de la foudre. Parce qu'on avait dit que parmi les principales causes qui produisent des surtensions dans le réseau électrique, c'est la foudre. Bien. Alors, lorsque nous avons une surtension accidentelle due à la foudre, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit l'utilisation d'une impédance liée à la Terre. OK. Je vous explique sur le schéma. Donc, voilà, ça c'est l'installation qu'on cherche à protéger. Et puis, vous avez la foudre qui arrive, donc, qui touche le réseau. Alors, si la foudre touche les réseaux, la tension, ça va augmenter rapidement. Et ça peut détruire notre installation. Du coup, pour ne pas en arriver, qu'est-ce qu'on fait? On met une impédance ici. Hein? On lie la phase à la Terre par l'intermédiaire d'une impédance qu'on appelle le parafoudre. Alors, cette impédance, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, cette impédance, c'est ce qu'on appelle aussi la varestance. Alors, c'est quoi la varestance? Eh bien, c'est une sorte de résistance dont la valeur dépend de la tension appliquée à la résistance. D'accord? OK. Dont la valeur, donc, je répète, un parafoudre, c'est une sorte de résistance dont la valeur dépend de la tension appliquée. OK. Si la tension appliquée est importante, la résistance diminue. Autrement dit, la résistance du parafoudre, elle est inversement proportionnelle à la tension appliquée. Donc, à l'arrivée d'une foudre, la tension, ça va augmenter. La résistance, ça va diminuer. Si la tension augmente et que la résistance diminue, donc le courant va principalement passer par le parafoudre au lieu de passer dans l'installation protégée. Mais en temps normal, s'il n'y avait pas de foudre, la tension, ça va être normal, ça va être basse. Et si la tension est basse, la résistance du parafoudre, ça va devenir très importante. Du coup, il va carrément bloquer le courant. Donc, c'est en ce moment-là que le courant va passer sur l'installation électrique. Donc, en temps normal, le courant va passer dans l'installation, mais en cas d'accident de la foudre, le courant va passer par parafoudre. Comme ça, on protège l'installation. Bien. OK. Très bien. Alors, je pense que ici, on va s'arrêter dans cette partie parce que là, on va aborder une partie très importante du web. Donc, c'est la protection du personnel. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est, voilà. Là, on a étudié la protection du matériel. Donc, je vais revenir un peu sur le schéma que je vous ai montré au début parce que, voilà, ça explique pratiquement tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Voilà, ce schéma-là. Donc, on a fini avec cette partie ici, hein, la partie continuité, voilà.
Puis après, on est passé à la partie protection. La partie protection, maintenant, on a fini la protection du matériel. Avec la protection du matériel, après, on va passer la prochaine fois, Inch'Allah, à la protection du personnel. Alors, merci. On se voit la prochaine fois, Inch'Allah, pour un nouveau enregistrement.